Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Merci beaucoup, Dominique, d'être ici. Merci à vous de m'accueillir dans le cadre de ce nouveau festival que vous inaugurez aujourd'hui. Ouais. Vamos a charlar un poco con Dominique. Me imagino que si los necesitan tienen los aparatos y va a empezar ella leyendo un fragmento de su novela. Vous allez commencer par lire? Oui. Qu'est-ce que vous allez lire, Dominique? Alors, je vais lire le tout début, les premières pages, pour ne pas trop défraîchir le reste de la lecture, si vous voulez bien. Donc, vous m'accordez 3 minutes. Allez-y, bien sûr, ça. Ce sera un plaisir. L'autre dimanche, je suis allée voir ma sœur. Ma sœur habite à Ville d'Avray. Elle habite une maison confortable avec Christian, son mari et leur fille. Un grand jardin avec pelouse et plantations dans un quartier résidentiel. Une de ces rues qui grimpent sur les collines près du parc de Saint-Cloud. Comme je vis dans le centre de Paris, nous nous voyons peu et je lui rends rarement visite. Luc dit « c'est une expédition d'aller voir ta sœur ». Mais ce n'est pas vrai. La distance n'est pas seule en cause. Je sais très bien qu'il y a des trains régulièrement pour Ville d'Avray. La vérité est que Luc n'aime pas Ville d'Avray et qu'il trouve ma sœur ennuyeuse. Il serait plus juste de dire qu'il s'en méfie. Son mari, Christian, est médecin dans un cabinet de groupe. Elle a enseigné un moment, comme moi, dans le secondaire, mais ne travaille plus. Elle s'occupe vaguement du cabinet. Il arrive qu'elle dépanne Christian au secrétariat, traite par téléphone un symptôme banal ou oriente des patients inquiets vers l'hôpital. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle travailler. Et personnellement, me dit Luc, les diagnostics de ta sœur ne m'inspireraient aucune confiance. Elle a toujours l'air d'être ailleurs. Ta sœur, dit Luc, n'a jamais eu les pieds sur terre, cette famille. Dans ces cas-là, en général, Luc et moi, nous nous disputons. Nous nous disputons chaque fois que nous parlons de nos familles réciproques. En quittant Paris ce dimanche, je calculais le nombre de mois depuis lesquels ma sœur et moi, nous ne nous étions pas parlé. Luc participait à un séminaire ou prétendait participer à un séminaire. J'avais quelques doutes là-dessus. Plus exactement, cela faisait quelque temps que j'avais des soupçons sur ses relations avec une femme de notre cercle d'amis, Fabienne, une universitaire. J'en avais assez de Paris, la ville était chaude et polluée. La saison s'avançait. C'était, je me souviens, un dimanche du début de septembre, un de ceux où passe la frontière entre l'automne et l'été. Dans les quartiers que je traversais, certaines maisons restaient fermées, preuve que leurs propriétaires n'étaient pas rentrés. Mais il y avait des fleurs dans les jardins, des fleurs qui fleurissaient toutes seules dans ces jardins inoccupés. On sentait partout, davantage qu'à Paris, cette sorte d'étirement languide et d'immobilité propre aux végétaux en automne. Il y avait moins de roses rouges que de roses claires. Les roses rouges, quoique de couleur plus affirmée et de parfum plus robuste, tenaient moins. Elles semblaient s'épuiser. Peut-être que la couleur épuise les roses. J'ai passé une gare, je ne sais plus laquelle. Des gens qui sortaient des rames d'un train en provenance de Paris se détachaient derrière la grille qui sépare le quai de la rue, comme des personnages détourés sur le fond du ciel. On avait l'impression qu'ils hésitaient, qu'ils ne savaient pas où aller. Le train est reparti. C'était typiquement un dimanche. Le degré de vide, d'incertitude légère, d'appréhension vague liée à l'incertitude qui caractérise un dimanche. J'avais mis mes lunettes de soleil. Je me disais que malgré le beau temps, malgré ce qui subsistait de l'été, on reconnaît toujours un après-midi de dimanche. Les dimanches soirs, quand nous étions enfants, ma sœur et moi, et que nous habitions Bruxelles, maman était souvent nerveuse. La nuit tombait plus vite que les autres jours de la semaine, surtout l'hiver. Elle était précédée d'un brouillard humide. On nous emmenait au parc. On nous obligeait à faire le tour de l'étang pour prendre l'air. Marchez vite et respirez par le nez, disait maman. Sinon, vous aspirerez l'air humide, vous aurez mal à la gorge et je n'ai aucune intention de vous soigner. Nous montions sur le pont japonais et nous jetions du pain aux cygnes. Maman nous surveillait de loin, en serrant son col de fourrure entre ses mains gantées. Sur l'avenue qui bordait le parc, les réverbères s'allumaient un à un.
Nous aimions ces lumières dans la nuit, agrandies par le brouillard humide. Nous en sentions la poésie frileuse, mais sur le chemin du retour, nous marchions comme sur des œufs, avec un drôle de serrement au cœur. Nous savions ce que serait la soirée. C'était pareil tous les dimanches. En rentrant, maman reprocherait à papa rester lire le journal, l'ennui et les tâches ménagères dont le mariage avait rempli sa vie. Ces reproches étaient aggravés par la vie en Belgique. La vie en Belgique a beaucoup aggravé chez nous cette anxiété du dimanche soir. Par exemple, nos voisins du dessus, des Belges, les Cassenelenbogen, se contentaient de café au lait et de tartines de cassonade pour le dîner. Maman en tirait argument. Si nous avions été tout simplement des Belges, de vrais Belges, sans ces complications françaises autour de la cuisine, le dimanche soir, nous aurions mangé des tartines de cassonade comme les Cassenelenbogen. Elle n'aurait pas eu à se fatiguer. Elle claquait la porte de la cuisine, elle disait que les dimanches étaient insupportables et que sa vie était ratée. Quant aux voisins du dessous, les Van Nuist, ils avaient fait des réflexions à cause du bruit sur le parquet. On nous obligeait à porter dans l'appartement des chaussons à semelles de feutre. Quelquefois, nous faisions mine de patiner sur le parquet du couloir comme sur un canal hollandais. Nous révisions nos poésies. Le lundi étant jour de récitation, nous révisions toujours nos poésies la veille. Je n'ai pas oublié celles que nous apprenions. Elles semblaient adaptées au dimanche, au temps gris, nuageux. Il y avait « Voici le vent sauvage de novembre » et « Automne » de Théophile Gautier. La pluie au jardin fait des bulles. Les hirondelles sur le toit tiennent des conciliabules. Je trouvais, à les réciter, un plaisir délicat, un peu triste. Merci Dominique. On voit déjà dans ce premier chapitre ce qu'il y aura dans le roman, beaucoup de choses. Ce dimanche qui se répète tellement de fois, dont je voudrais parler aussi, ces deux sœurs qui ne se voient pas très souvent, et c'est pas parce qu'elles soient loin. On comprend tout de suite qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a d'autres raisons pour ça. Il y a l'enfance qui sera aussi très importante. Très importante, oui. Mais je voulais aller vraiment au début. C'est qu'est-ce qui vous a porté à écrire cette histoire? Parce que j'avais lu quelque part que ça avait une relation avec un film, c'est possible? Alors, oui, mais ça n'a pas été le cas au début. En fait, c'est le titre qui m'est venu, Un dimanche à Ville-d'Avray. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, voilà, je me suis lancée, j'ai écrit la première phrase. Un dimanche, je suis allée voir ma sœur, et je n'ai pas de sœur. Je n'ai pas vécu à Ville-d'Avray. Et je ne sais pas, je suis partie comme ça. Et au bout d'un certain temps, en fait, je me suis aperçue effectivement que le titre auquel je m'étais tout à coup attachée, parce que probablement je voulais parler du dimanche, de cette journée particulière d'attente, d'ennui, qui est celle du dimanche, mais que ce qui m'était revenu, quelquefois on n'est pas très conscient de ce qu'on écrit, c'est le souvenir effectivement d'un film très ancien que j'avais vu. Mais moi-même, je l'ai vu, j'avais, 17, 18 ans, et le film était sorti bien avant, puisque c'est un film de 1962 qui s'intitule « Les dimanches de Ville-d'Avray » et qui est situé à Ville-d'Avray, et qui est un film assez particulier, en fait, dont l'histoire a été assez particulière, parce que c'est un film un peu mythique. Il n'a pas eu un grand succès public, mais un succès critique. Aux États-Unis, il a été très, très... Je me demande même s'il n'a pas eu un Oscar aux États-Unis. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais enfin, il a longtemps disparu, d'ailleurs, des écrans français. Et moi, je l'avais vu, on l'avait projeté dans le lycée où j'étais élève. Et c'est un étrange film qui évoque la relation, on va dire un peu à la fois très innocente et très troublante d'une enfant et d'un jeune homme. Et c'est une petite fille, c'est un très beau film en noir et blanc. Je crois que Serge Bourguignon, qui en est le cinéaste, n'a pas fait d'autres grands films en réalité. Et donc cette petite fille, on comprend au début, puisque le film commence à la gare de Ville-d'Avray, donc dans cette
petite ville de banlieue, c'est la gare de ce qu'on appelle le RER. Et alors évidemment, c'est le RER des années 60. Et il y a ce jeune homme qui est là et qui entend une petite fille pleurer parce qu'on va la mettre à l'orphelinat. C'est son oncle probablement qui l'amène et elle ne veut pas y aller. Et il entend ça, il essaie d'intervenir et il a compris qu'elle était mise à l'orphelinat. Et le dimanche, il se présente à l'orphelinat. Et là, la petite qui a 7-8 ans, qui s'appelle Cybèle, en fait, le titre complet, c'est Cybèle ou les dimanches de Ville d'Avray. Eh bien, joue la comédie. Il se fait passer pour son père. Elle l'appelle papa. Et il la fait sortir de ce triste bâtiment tenu par des sœurs. Il l'emmène. Et lui-même est un type un peu curieux. On comprend qu'il a été blessé pendant la guerre et on ne sait pas très bien ce qu'il cherche avec cette petite fille. Et se noue entre eux une relation très, très excessive, presque amoureuse en réalité. Et il y a une scène où la petite, j'ai revu le film, je n'avais pas gardé du tout, j'avais gardé un souvenir très vague, mais très troublant de ce film qui se termine très mal et qui consiste en une espèce d'errance comme ça le dimanche. Ils sont là, personne, les gens de Ville d'Avray les voient et personne ne sait exactement ce qui se passe. Et c'est un film assez étrange et c'est un peu pour ça en fait, après coup, que j'ai inclus le film dans le livre, étant entendu que moi, c'est une femme qui évoque une relation, mais c'est une femme avec un homme, mais qui évoque une relation tout de même un peu trouble, d'un homme qui finalement va la tirer de sa maison très tranquille, très bourgeoise, puisque Ville d'Avray est une banlieue très résidentielle de Paris, pour lui donner des rendez-vous dans cet espace des étangs, qui est un espace connu, assez célèbre, parce que ça a été peint par le peintre Corot au XIXe siècle. Donc il y a des tableaux des étangs de Ville d'Avray. C'est un endroit un peu étrange. C'est pas du tout spectaculaire. Ce sont de petits étangs très bourbeux. Mais il y a quelque chose d'un peu étrange dans cet endroit. Et au fond, j'ai exploité un peu ça comme dans le film. Voilà. Mais c'est un peu, je dirais, une rencontre. Et je trouvais que l'atmosphère trouble du film pouvait servir, au fond, a probablement pu servir après coup de déclencheur à ce qu'il peut y avoir d'un peu trouble dans le roman. Mais c'est vrai que dans les salons du livre où je me suis déplacée après la sortie de mon livre, des gens me parlaient du film. Parce qu'au fond, il a été vu quand même par pas mal de gens. Et les gens me disaient, c'est un film, je ne sais pas si on pourrait le tourner aujourd'hui, parce que cette relation très trouble, en fait, entre un enfant et un adulte, peut être assez dérangeante, même si elle est somme toute, je pense, très innocente. Voilà. Vous me parlez du paysage de votre roman, oui. De ces étangs. J'ai trouvé, quand je vous lisais, que c'était très important, le lieu, l'endroit où se déroulait vraiment l'histoire. Que ce soit à Ville d'Avray, que ce ne soit pas à Paris, que ce soit dans des forêts, qu'il y ait des arbres, que les deux sœurs se racontent l'histoire dans un jardin. C'est important, ça, pour vous? Oui, alors j'écris beaucoup à partir des lieux. C'est vrai que les lieux sont sans doute le déclencheur. Et quand je dis j'ai commencé à écrire, je suis allée voir ma sœur habite à Ville d'Avray, il est évident que Ville d'Avray est d'abord le nom de Ville d'Avray, m'est apparu comme, je sais pas, c'est un nom qui convient pour dire et pour nommer. C'est très français dans ses sonorités. Ça se redouble, Ville d'Avray. On entend quelque chose qui est à la fois très équilibré, qui est très musical et qui dit très bien cette banlieue résidentielle de maisons entourées de jardins très tranquilles. Et voilà, je crois que c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler. Et puis dans Ville d'Avray, il y a deux espaces. Il y a cette partie résidentielle et puis il y a les étangs, il y a des petits bois.
dont un bois qui s'appelle le bois de Fos-Repose. Et ces petits bois de la région parisienne peuvent avoir un côté très inquiétant. Il y a des gens, il y a des rôdeurs, ils ne sont pas très sûrs. D'ailleurs, on m'a raconté après coup qu'il y avait eu il y a eu des choses graves dans ces bois. Et Fos-Repose, alors c'est un nom curieux, ça s'écrit fausse comme fausse qui n'est pas vrai, et repose, mais à l'oreille, pour nous Français, on entend fosse, la fosse, la tombe, hein, et repose, et il y a quelque chose qui peut être inquiétant dans le nom. En réalité, c'est un vieux mot français qui vient du vocabulaire de la chasse. Et en fait, Fos-Repose, c'était des endroits où les cerfs, où on pouvait, je sais pas, faire un piège pour les animaux. Ah, voilà. Donc, mais j'ai joué là-dessus quand même. Et il y a donc cet espace inquiétant de bois, d'eau morte, où on rôde. Mais c'est vrai que je parle beaucoup et j'écris beaucoup à partir du paysage. Et à partir de paysages qui se trouvent... J'ai écrit beaucoup sur la province aussi, qui se trouvent en marge, qui sont des espaces où pour moi le temps est plus présent, le temps se ralentit, on n'est pas dans la trépidation qui est celle de l'agitation de la capitale. Voilà. Le temps qui fait partie aussi du roman. Bien sûr, c'est même un sujet très important dans le roman, parce que derrière cette rencontre entre deux sœurs, dont l'une habite Paris et mène une vie plus parisienne, hein, elle fréquente des intellectuels, et sa sœur finalement est presque provinciale. Elle est la femme d'un médecin, elle vit dans une maison entourée d'un jardin, elle a une fille, elle a une vie très tranquille, elle a arrêté de travailler, elle sert de secrétaire à son mari, c'est une femme un peu soumise. Et voilà, la rencontre entre ces femmes, ces deux sœurs, elles se sont pas perdues de vue, mais il y en a une qui considère sa sœur de Ville d'Avray comme un peu ringarde, hein, je sais pas, un peu ayant abandonné, menant une vie pas très intéressante. Et finalement, cette rencontre le soir dans un jardin où elles se retrouvent un peu comme quand elles étaient enfants, où les différences s'estompent, les maris ne sont pas là, le soir tombe. Il y a quelque chose comme une barrière qui lâche avec l'ombre qui arrive, et finalement elles vont partager quelque chose. Celle qui vit à Ville d'Avray va raconter qu'elle a eu une tentation. Au fond, elle a rencontré cet homme qui a failli la faire basculer dans une histoire adultère, et l'autre comprend que finalement cette sœur a vécu quelque chose qu'elle ne vivra pas elle, qui a été plus rêveur, qui a été peut-être plus conforme à l'attente ou aux rêveries vagues qu'elles avaient quand elles étaient plus jeunes. Voilà. Donc il y a quelque chose, c'est comme au fond la contagion d'un rêve. Qui est partagé dans ce jardin au moment du crépuscule, et c'est aussi il y a le temps qui passe en même temps, et voilà, j'essaie de saisir un peu tout ça, j'essaie beaucoup de travailler sur des perceptions qui passent un peu sous notre vigilance. Je pense que la littérature ou l'écriture correspond à cette tentative pour dire ce qui passe de manière très fugitive, qu'il est très difficile de saisir, mais que j'essaie de dire de la manière la plus simple qui soit, je crois, de la manière dont les choses nous frappent, et dont on peut tout à coup percevoir au fond quelque chose de métaphysique qu'on ne va pas réussir à exprimer de manière métaphysique, mais voilà. En fait, je vous avais vu dans une interview en France, oui. Et on vous parlait du roman, et il y avait quelqu'un qui disait on ne va pas raconter l'histoire, et vous avez dit quelque chose comme c'est pas grave si on raconte l'histoire. J'ai eu l'impression que pour vous, ce qui est important, c'est comment vous avez écrit l'histoire. Oui. C'est le style. Je crois que pour vous, ça compte beaucoup, ça. Alors, oui, voilà. Je crois qu'on ne peut pas opposer d'ailleurs le style et puis l'histoire, mais c'est vrai que je ne suis pas une romancière d'intrigue. J'aime bien, au contraire, j'ai un peu
flirter, on va dire, avec le roman policier. En tout cas, j'écris des romans d'atmosphère. Et c'est plutôt l'atmosphère qui est importante, c'est-à-dire je m'imprègne d'un lieu et j'essaie de raconter une histoire, au fond, qui sorte du lieu, qui raconte le lieu, en réalité. Et tous mes romans sont un peu comme ça, sont des romans d'atmosphère, d'imprégnation. Et il y a quelque chose dans Ville d'Avray, me semblait-il, mais dans certaines banlieues, au fond, autour de Paris, et peut-être dans certaines villes de province aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette attente. Et parce que cette femme attend quelque chose, et il y a quelque chose qui est de l'ordre qui est un peu trouble, qui nous emmène vers la pénombre, vers l'ombre peut-être de ce que nous sommes. Je crois, j'en parlais encore tout à l'heure, je crois que les lieux provoquent l'écriture. Il y a une phrase d'un poète français que je cite beaucoup, qui est Francis Ponge, et finalement je suis assez lectrice de poésie et je trouve que, je me situe un peu dans une prose, ou j'espère me situer dans une prose poétique, mais il dit « Le monde muet est notre seule patrie ». Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a ce que nous sommes, mais il y a aussi ce monde qui nous entoure et qui n'a pas la parole, mais qui provoque en nous quelque chose. Et peut-être que, à travers l'écriture, nous devons essayer peut-être de lui donner la parole. Au fond, c'est... voilà, Flaubert dit aussi, pour citer quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, enfin d'une certaine manière, il dit d'écrire, c'est expliquer. Et ça veut dire, une fois que j'ai décrit, enfin voilà, je possède et la réalité m'est moins étrangère, au fond, elle est moins... J'arrive à en dire quelque chose et donc j'arrive à surmonter le mutisme des choses. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si je le dis de manière assez... Oui, je crois que on assez comprenait nette. bien. Oui. Ouais. Et est-ce que c'est... Parce que vous m'avez surpris beaucoup quand vous m'avez dit que pour commencer à écrire, vous aviez le titre. Oui, ça ne m'arrive jamais. D'accord. Très souvent, j'écris et je trouve le titre, mais là, voilà, ça commençait comme ça. Et je crois qu'il faut faire confiance aux impulsions qu'on a. Je me suis dit, tu vas écrire ce roman-là. Parce que comment est-ce que vous écrivez d'habitude? Qu'est-ce qui vous fait commencer? C'est le fait de saisir, comme de ce que vous parliez maintenant, de cette chose... Je ne sais pas, j'écris beaucoup, donc il y a le paysage et beaucoup à partir d'une certaine forme d'angoisse. Je crois que je suis quelqu'un d'assez angoissé et j'essaie, il y a parfois comme ça des choses qui créent, il y a quelque chose qui prend forme au carrefour d'un paysage et de ce qu'il provoque en moi. Voilà, et souvent je commence comme ça, je ne sais pas où je vais. Voilà, ce qui n'est pas très confortable parce que parfois on écrit 20, 30, 40 pages et puis après on bloque. Et voilà, mais je crois qu'il faut faire confiance à cette impulsion. Moi, je n'ai jamais été une femme de plan. Je n'arrive pas à écrire avec un plan. Et je me dis, bon, on fait confiance. Et je crois que le roman aussi, je suis quelqu'un de très visuel. Et les romans progressent à partir de ce que je vois. Et je sais qu'il y a des romans où je me disais, tu ne vas pas pouvoir achever, je ne sais pas. Et en même temps, je voyais des lieux, même des lieux imaginaires, mais j'avais l'impression qu'ils étaient là. Donc je me dis, voilà, s'ils sont là, ça veut dire qu'il faut que tu les écrives. Voilà. Et c'est au bout d'un certain temps, comme ça, quand on écrit, on se promène au fond dans un univers imaginaire. Je crois que c'est un peu un univers qui prend forme. Il faut le temps pour ça, mais voilà, il faut faire confiance aussi à cette forme qui va s'installer. En fait, je crois que vous dites que vous êtes très visuel. C'est vrai parce que je lisais le roman et je suis en train de regarder un film, pratiquement. Oui, on m'a souvent dit que c'était... Oui, je crois qu'on peut pas... Enfin, moi, je ne peux pas écrire si je ne vois pas. D'accord. Oui.
oui, oui. Et c'est vrai que, par exemple, cette conversation des deux sœurs dans un jardin, il me semblait que je voyais... On ne peut pas dire que je vois vraiment, puisque le jardin n'existe pas. Enfin, je m'inspire, évidemment, j'ai vu des jardins, mais on finit par voir quelque chose et par rentrer à l'intérieur de ce mécanisme-là. C'est ce qu'il y a, en fait, d'intéressant quand on écrit, parce que c'est dur d'écrire, je trouve, mais en même temps, c'est cette espèce... C'est quand même une aventure intérieure. C'est dur d'écrire? Oui. Oui, c'est dur d'écrire parce que c'est dur d'arriver à restituer ce qu'on veut restituer et d'arriver à le restituer en sorte que, comment dire, la difficulté même d'écrire disparaisse. Moi, je suis très, très attachée à ça, c'est-à-dire que l'effort, moi je fais énormément de versions de mon texte, mais il ne faut pas que le lecteur le sente et il faut que le lecteur ait l'impression que ça a été écrit comme ça, d'un seul tenant, avec beaucoup de fluidité. Et ce travail-là, et puis ce travail de fondre des morceaux qui ont été écrits, par exemple, parfois d'un seul bloc, parce qu'il y a des morceaux qui vous viennent d'un bloc, et ensuite de les relier à l'intérieur de quelque chose qui soit harmonieux, qui ne sente pas l'effort. Moi, j'aime une écriture dans laquelle, c'est une formule, on ne laisse pas le prix, si vous voulez, sur le, sur le livre, hein, c'est-à-dire la difficulté que ça vous a coûté doit complètement disparaître. Et c'est ça qui est difficile, oui. Parce qu'autrement, écrire, effectivement, est un plaisir, mais j'écris beaucoup par fragments. Et c'est le tenant, c'est-à-dire la prose, c'est assez difficile, parce que la poésie, vous pouvez être dans une espèce de trouvaille comme ça, dans une espèce de moment, mais la prose, il faut que tout soit lissé, il faut que ce soit, voilà, que ça se fasse écho, que ce soit une construction, et c'est tout ça qui est, pour moi, assez difficile à tenir, en sorte que ce soit harmonieux, facile, que la difficulté ne se sente pas, et qu'il y ait dans la langue une musique qui corresponde à la musique qu'on a en soi, hein. Je crois que la langue, c'est de la musique. Je voudrais revenir au début, à ce premier chapitre que vous nous avez lu. Oui. Il y avait un mot qui se répétait beaucoup, c'était le dimanche. Oui. Alors le dimanche, c'est un jour pour sentir le vide, pour penser à la vie. C'est le jour où la mère des deux sœurs sent qu'elle a raté sa vie. Alors qu'est-ce qui se passe avec les dimanches? Eh bien, je crois que le dimanche, alors je sais pas comment c'est en Espagne, mais c'est vrai que le dimanche, alors pour moi c'est très lié à l'enfance et c'est pourquoi le texte commence, hein, très vite, retourne à l'enfance des deux sœurs. Je pense que c'est un moment, il y a quelque chose dans le dimanche soir en particulier, à dire vrai. Il me semble que j'ai toujours, enfant, ça remonte, hein, c'est-à-dire il y a des choses qui remontent et ce matériau-là remonte beaucoup quand on écrit. Il me semble qu'il y avait une espèce d'appréhension vague du soir, déjà. Je n'ai jamais aimé le soir. Parce qu'il y a toujours une petite inquiétude avec l'ombre, la nuit qui vient, et en même temps, il y a l'appréhension vague, c'est une espèce de seuil le dimanche, on repasse à une autre semaine, il y a quelque chose, il y a l'appréhension pour les enfants de retourner à l'école le lendemain, il y a quelque chose qui est de l'ordre, il y a une espèce de pause, c'est un moment entre les moments, et je crois que, il me semble que c'est un moment où l'enfant, on fait la première expérience du temps. Hein, c'est un peu peut-être prétentieux de dire ça, et jamais j'ai senti ça comme ça, évidemment, mais de cette appréhension vague de quelque chose qui passe, qui vous mène vers autre chose, et d'une espèce d'état en suspension. Et effectivement, c'est un livre qui parle du dimanche, parce que ce n'est pas un hasard si les deux sœurs se retrouvent un dimanche et s'y ressurgissent ces moments-là. Alors c'est un moment où elles regardaient, on les autorisait, parce que je viens d'une génération où on autorisait très peu à regarder la télévision, mais le dimanche soir, on autorisait à regarder la télévision un petit peu, et bon, c'était lié à une espèce de moment particulier aussi de rêverie. Et voilà, c'est tout ça qui est mêlé et qui plus tard peut-être est vécu sur le mode de l'attente d'un moment où on revient un peu sur sa vie, où on est moins occupé, où on n'est pas dispersé dans les occupations.
Je pense que c'est un moment où on peut vivre un peu du temps à l'état pur, enfin le sentir passer, ce qui est à la fois un peu angoissant, mais ce qui n'est pas sans richesse, parce qu'on est confronté à la réalité des choses. Voilà, donc je voulais parler de ce moment-là, en pensant que peut-être des gens se retrouvent... Enfin, après, on écrit pour dire des choses, on ne sait pas si les gens vont s'y retrouver. Hein. Je trouve que le dimanche, effectivement, est particulièrement lourd dans cette description. Mais j'avais aussi l'impression que pour ces deux sœurs, les pauvres, samedi ne devait être pas très gai non plus, ou lundi, surtout quand on entend parler sa mère. Non, juste au début, vous avez dit ne tombez pas malade parce que je ne veux pas m'occuper de vous. Même, elle leur dit même parfois, si tu ne travailles pas, tu vas finir caissière à Monoprix ou je ne sais plus où. Donc, oui, alors, voilà, bon, ça relève de souvenirs assez précis, mais c'est vrai que il y avait une éducation qui était comme ça, il fallait travailler, il fallait avoir de bonnes notes à l'école, et puis si on faisait pas ça, si on prenait froid, on était malade, si on travaillait pas, il y avait un peu une vision de la vie comme sanction des erreurs, c'est un peu ça, et c'est vrai que du coup, peut-être, y a-t-il, chez ces deux sœurs, en tout cas c'est ce que j'essaie d'exprimer, en tout cas pour l'aînée des deux, une tentation de se réfugier dans la rêverie, dans une rêverie un peu consolatrice et consolante, et c'est ce qui explique peut-être cette espèce de réserve de la sœur aînée qui fait peut-être qu'elle basculera plus facilement dans la séduction de quelqu'un qui l'entraîne un peu hors des sentiers battus, je sais pas. C'est comme ça. Il me semble, mais c'est ce que j'ai trouvé en moi, il peut y avoir un lien, effectivement, entre cette espèce de malaise, cette espèce et puis ce qui lui arrive après, ou ce qu'elle va raconter à sa sœur plus jeune. Vous avez parlé de la télévision le dimanche soir. Elles peuvent regarder une série qu'elles aiment beaucoup. Après, vous allez faire qu'elles se réfugient aussi dans Jane Eyre. Oui. Elles sont amoureuses de Rochester. Oui, non? Voilà, alors ça, j'ai mis beaucoup de moi-même. Il se trouve que, en fait, j'ai écrit ce livre après avoir préfacé Jane Eyre. On m'a demandé de faire une préface pour Jane Eyre, je l'ai relu. Et c'est vrai que je me suis interrogée sur l'intérêt, le goût que j'ai toujours eu pour ce roman. Et je me suis dit, si tu vas au bout des choses, quand on préface un texte, au fond, on essaie de dire pourquoi on a aimé, pourquoi on est si attaché à un roman. Et je me suis dit, au fond, pourquoi est-ce que tu aimes Jane Eyre ? Je me suis dit, c'est à cause de Rochester. C'est parce que c'est l'homme fatal et que c'est une image d'homme, voilà, à laquelle tu... Et c'est amusant. Et donc, je l'ai mis dans ma préface, ce qui ne faisait pas très intellectuel de dire, voilà... J'aime Jane Eyre à cause de Rochester, mais il se trouve que des femmes ont réagi en disant moi aussi, moi aussi, moi aussi. Donc ça veut dire que ça correspond à quelque chose. Ça m'a amusé finalement de faire intervenir cette espèce de modèle absolu. En plus, quand on voit le film avec Orson Welles, qui en propose une incarnation très, très juste, un peu démoniaque comme ça. Et voilà, en fait, cette sœur, elle va rencontrer un avatar un peu faible, mais quand même, il a quelque chose de Rochester, il est un peu mystérieux, il est un peu inquiétant quand même. Et voilà, il correspond donc... Voilà, pour moi, à ce qu'il y a de séduisant comme ça dans une aventure. Et c'est vrai que ça m'intéressait, oui, j'ai trouvé que c'était amusant de faire le lien avec ce personnage qui, je trouve, est une grande création romanesque, mais parce que c'est un homme vu par une femme. Mm-hmm. Mais c'est peut-être à cause de ça aussi que la sœur aînée, elle attend plus de la réalité, non ? Qui a un peu ce besoin de romanesque voilà, dans notre propre oui. vie, non ? Oui, c'est un livre sur le romanesque et sur le besoin que nous avons, me semble-t-il, de romanesque, oui.
Oui, oui, absolument, c'est ça. C'est-à-dire elle cède au fond à quelque chose qui est une rêverie romanesque. Je pense que si cet homme se présentait, qu'il n'était pas inquiétant, qu'il n'était pas hongrois, qu'il n'était pas, elle ne le remarquerait pas. En fait, c'est l'idée de l'obstacle, de quelque chose qui vous entraîne en dehors des sentiers battus, dans une zone un peu trouble, dans une frontière un peu trouble. C'est ça qui l'intéresse. C'est du rêve en réalité. Hein. Mais j'aime le rêve, voilà. Je trouve que ça vaut la peine d'en parler, enfin, même si, voilà, je le revendique, disons. La cadette, elle est sidérée par ce qu'elle entend. Oui, elle est étonnée, mais ça la renvoie aussi peut-être à une attente que chez elle, c'est-à-dire que sa sœur représente quelque chose qui est un peu un repoussoir d'une certaine manière, c'est-à-dire celle qu'elle ne voudrait pas être, celle d'ailleurs que son propre mari trouve inintéressante. Et en même temps, sa sœur vient faire ressurgir une rêverie qu'elle a étouffée, parce que finalement, l'enfance, il faut peut-être mettre un couvercle dessus, je ne sais pas, peut-être qu'on pense ça, qu'il faut en finir avec ça, et qu'il faut se tourner vers autre chose. Et finalement, elle est contaminée par ce récit. C'est-à-dire que quand elle rentre, plusieurs fois d'ailleurs, sa sœur déjà lui a posé des questions, lui a dit « Est-ce que tu es contente de ta vie ? Est-ce que tu n'attends pas autre chose ?» C'est-à-dire, la sœur, elle tient le discours de l'insatisfaction, que l'autre ne veut pas entendre, parce que c'est inconfortable aussi de se dire « Finalement, je ne suis pas complètement satisfaite de ma vie. » Et je crois que pourtant... il faut peut-être parfois l'accepter, que ça peut avoir une certaine richesse, et finalement, elle se trouve contaminée. Et au fond, c'est un texte un peu sur la contagion. Au fur et à mesure où j'avançais, je me suis dit, tu vas écrire un texte à deux voix, hein, dont l'une, finalement, recueille l'autre et va se trouver un peu déstabilisée par l'autre. Et à la fin, quand elle rentre à Paris, donc chez elle, elle longe les bois. Et finalement, ce discours plein de peur et plein d'une espèce de fascination pour la peur, pour l'interdit, pour le rêve, finit par la contaminer elle-même. C'est un peu l'idée du livre, oui, oui. Et il y a même un certain mépris quand elle écoute sa sœur, oui, dans les commentaires qu'elle lui fait, non ? On sent qu'elle a été blessée par ce que sa sœur lui explique, comme vous dites maintenant, mais elle n'arrive pas à la traiter d'une autre façon, non ? Oui, oui, oui. Oui, il y a un peu, dans ces deux femmes, il y en a une qui serait davantage parisienne et l'autre provinciale. Il y a cette espèce de rapport entre Paris et la province qui fait qu'il y a peut-être, oui, cette espèce de manière des Parisiens de regarder les provinciaux comme, bon, alors, je ne sais pas si c'est pas vrai de tous les... Bon, voilà. Mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, oui, dont je voulais parler aussi, parce que moi, je suis... Même vivant à Paris, j'ai des origines provinciales et je crois que cette province, je la porte en moi. Et dans mes livres, j'en parle. Voilà, c'est-à-dire que on est quelquefois coupé en deux. On a une apparence et peut-être mon apparence, c'est la plus jeune sœur, et on a une réalité profonde qu'on essaie de dissimuler peut-être, et finalement qui ressort. Et c'est un peu ce dialogue à deux voix que j'ai essayé d'avoir dans ce livre. Est-ce que ça vous arrive, quand vous récupérez vos romans antérieurs, de voir qu'il y a certains sujets qui ressortent? Parce que là, vous avez parlé de plusieurs choses, et je pensais à ça sort dans ce roman, il y a aussi ça dans ce roman. Oui. Vous avez l'impression de construire. Oui, j'ai une écriture un peu, c'est sûr, obsessionnelle. Alors, on n'en est pas toujours conscient soi-même, mais dans les articles, parfois dans les retours, les gens soulignent des répétitions, et c'est vrai que du coup, ça vous interroge parce que vous vous dites « Ah bah, j'écris toujours la même chose ». Bon, j'écris beaucoup sur la tombée de la nuit,
par exemple, c'est un peu obsessionnel chez moi. Et je reviens sans arrêt, mais on revient sans arrêt sur certaines choses comme si on n'en avait jamais fini avec ça. Et il y a même une fois où c'est amusant, donc j'ai lu un article, il y avait dans mes premiers romans, il y avait des choses liées au sang, il y avait voilà, un thème qui surgissait. Et j'ai lu un article, et j'étais en train d'écrire quelque chose et je parlais de sang. Et ça m'a fait un effet terrible. Je me suis dit, arrête tout de suite, on va encore dire que tu recommences. Et c'est vrai que ça peut être un peu, mais je crois que voilà, il faut essayer. On n'écrit pas quand même toujours le même livre, mais c'est vrai qu'on retourne un peu aux mêmes choses. Je suis un peu, oui, c'est un peu, un peu normal, un peu fatal. C'est fatal. Est-ce que vous avez déjà un titre pour votre prochain roman ou est-ce que vous avez commencé à travailler ou comment ça se passe? Oui, j'ai commencé à travailler. Je peine beaucoup d'ailleurs. Je peine beaucoup parce que j'ai conscience aussi de ne pas toujours travailler tout à fait dans l'esprit du temps, d'avoir, voilà, de faire des textes intimistes et tout. Et je me dis, oh là là, d'entrée de jeu, je me dis, ça ne va pas marcher. Mais c'est plus fort en fait, c'est plus fort que moi. Voilà, en fait, c'est plus fort que vous, c'est-à-dire vous retournez à vos obsessions, vous retournez à ce qui vous intéresse, et puis après, bon voilà, les gens suivent ou ne suivent pas, finalement, c'est pas si grave. L'important, c'est de ne pas se trahir soi-même, et c'est aussi, je crois qu'on ne peut faire correctement que ce qu'on fait profondément. Hein, voilà, donc ça sert à rien, je vais pas me transformer en en un auteur qui écrit des romans d'aventure, mais je tourne autour de choses, voilà, en espérant toujours que le prochain roman sera plus accompli encore. Hein, c'est ça l'idée. Oui, j'essaie. Oui, j'aime pas dire les titres. Quand j'écrivais celui-là, j'avais été invitée. C'était une rencontre au Bon Marché à Paris. Il y avait une rencontre et alors elle m'a demandé sur quoi est-ce que vous travaillez. Et j'ai dit je travaille sur la banlieue. Et alors l'horizon d'attente, quand on dit la banlieue, c'est pas du tout ce que j'ai fait sur Ville d'Avray. D'accord. Donc voilà, ça correspondait pas, mais c'est amusant. Mais c'était vrai quand même. Voilà, je ne donnerai pas le titre. Écoutez, je ne vais pas insister pour le titre. Ce que je vais faire, c'est insister à Libros del Asteroide pour qu'il continue à publier votre œuvre. C'est la première fois qu'on a eu... Je suis très heureuse d'être publiée pour la première fois en Espagne. Et voilà, par cette maison à Barcelone. Pour moi, ça a été une très, très belle surprise. Et l'occasion que le livre vive ailleurs. C'est très, très beau. C'est une très belle histoire. Merci a vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber estado dentro en vez de estar fuera con el sol y este día esplendoroso que hace. El festival continúa, pero nosotras ahora ya hemos terminado. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Merci a vous. Merci.